Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois le docteur Valérie Leduc, médecin généraliste et phlébologue et cofondatrice de la maison Épigénétique à Paris. Valérie m'a accueilli les bras ouverts dans son très beau et moderne cabinet pour parler des clés de notre santé et de notre longévité. Ici, on revient ensemble sur comment les facteurs externes influencent l'expression de nos gènes et donc de notre santé à long terme, et cela au-delà de notre déterminisme génétique. Valérie m'a partagé que le facteur épigénétique est responsable à 85% de l'expression des maladies. Un chiffre qui donne certes le vertige, mais qui est loin d'être une fatalité. En effet, nous pouvons agir et préserver notre longévité, et vous découvrirez ici de nombreux secrets de bien-être. Parce que la santé, ça se construit. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter Valérie que moi. Très belle écoute à tous. Bonjour Valérie. Bonjour Amira, ravie de te voir. Je suis très contente de te recevoir dans Epion Podcast aujourd'hui et de faire ta connaissance. Plaisir partagé. Valérie, est-ce que pour commencer cette interview, tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent et surtout nous expliquer comment tu as évolué de la médecine dite classique à ce fascinant sujet qu'est l'épigénétique? Alors c'est vrai qu'au départ, ma première spécialité c'est le vasculaire, donc je suis angiologue et je me suis, après la fin de mes études, j'ai travaillé un petit peu à l'hôpital sur donc des patients plus graves, beaucoup d'écho-doppler, beaucoup de traitements pour l'insuffisance rénale, des fistules, des choses comme ça. Et puis, quand tu ouvres ton cabinet à Paris, tu laisses un peu le côté hospitalier de côté et tu fais plus de la médecine de ville. Donc là, je me suis plus branchée sur la phlébologie et notamment la phlébologie esthétique. À ce moment-là, c'était un peu l'arrivée des lasers, laser vasculaires. Donc, j'ai passé le diplôme de laser vasculaire et donc, ça m'a ouvert aussi à tous les autres lasers de dermato, de chirurgie. Et là, j'ai commencé à acheter des belles machines pour pouvoir compléter mon activité. Voilà, ça allait très très bien. Et puis, je suis partie travailler 6 ans en Suisse, à Genève. J'ai médicalisé le spa de la Réserve. Et là, ça a été pour moi une révélation, parce qu'en fait, en France, on est très en médecine silo. On va travailler sur chaque organe. Donc, il y a des gastro-entérologues, il y a des cardiologues, il y a des neurologues, il y a des dermatologues. Il y a des vasculaires, mais en fait, le corps humain fonctionne comme un tout, et c'est très très dommage de séparer tous les organes. Et en fait, ça m'a complètement changé ma vision de la médecine, qui est devenue pour moi très holistique et bien sûr très personnalisée, et aussi beaucoup plus naturelle. En Suisse, on fait beaucoup plus de traitements avec les plantes, et puis les patients sont beaucoup plus sportifs. Ils vont faire du trekking dans les montagnes et profitent du lac pour faire des sports nautiques. Donc c'est pas du tout la même approche qu'à Paris. Et ça m'a ouvert aussi les yeux sur l'épigénétique, donc cet impact énorme du mode de vie sur la santé. Et donc je suis revenue après 6 ans de Suisse totalement changée. Je peux dire que j'ai fait un tournant, un virage à 180 degrés, et j'étais pas le même médecin. J'étais vraiment sur une approche in and out. On peut pas être belle ou beau si on n'est pas en bonne santé, bien dans sa tête. Et on peut pas traiter juste un organe, il faut traiter un tout. Le corps humain est une machine incroyable qui a tout pour s'auto-guérir toute seule. Et c'est nous qui l'abîmons malheureusement avec notre façon de vivre. Voilà, donc je suis rentrée de Suisse, j'ai écrit mon premier livre
à ce moment-là, et j'ai ouvert mon cabinet dans le 8e avec une approche de la médecine esthétique en disant c'est très bien hein, d'arriver sur une patiente avec une seringue ou un laser ou une autre technique, mais si la patiente a un manque intérieur en minéraux, s'il y a une fatigue chronique, s'il y a un microbiote qui est vraiment pas bon, on n'arrivera jamais à la rendre vraiment très belle. Donc ou très beau. Donc ma mission ça a été de regarder, de veiller à ce que mes patients soient en bonne santé avant d'aborder le côté esthétique. Donc le in and out pour moi est très important et ça correspond bien à l'épigénétique puisque finalement notre façon de vivre impacte tellement sur notre santé et sur notre beauté que voilà, l'épigénétique est devenue pour moi une passion et je suis très très enthousiaste à l'idée de travailler maintenant en épigénétique et surtout d'avoir cofondé la maison épigénétique à Paris. Alors pourquoi tu as justement cofondé cette maison ? C'est mieux d'être à plusieurs, c'est quand même plus facile. On est 3. Moi, je suis le médecin, donc j'allais dire la caution médicale, le scientifique. J'ai un associé qui lui intelligence artificielle. Donc c'est lui qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle au sein de la maison qui nous permet avec les algorithmes de donner, après avoir fait toutes les mesures qui sont faites sur place, un âge biologique à nos patients. Donc ça veut dire que on va comparer cet âge biologique à l'âge chronologique et c'est ça qui est très intéressant et d'où découlent des recommandations. Et puis le troisième associé, lui, est issu de l'hospitality, donc il est très important puisqu'il s'occupe de tout ce qui se passe au quotidien. Il gère tout, l'accueil des clients, l'expérience et le parcours client à la maison et leur satisfaction. Et voilà. Donc on se complète. Très clair, merci. Si on s'intéresse maintenant à cette notion d'épigénétique, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'épigénétique, d'où ça vient, parce qu'on entend génétique dedans, mais on se parle pas tout à fait de la même chose. Non. Alors effectivement, épi, ça veut dire au-dessus, et génétique, tout le monde sait ce que c'est notre génétique. Donc l'épigénétique se situe au-dessus de la génétique. À notre naissance, on va avoir une espèce de code, de cartographie que nos parents et les 7 générations au-dessus nous ont donné. Et ça, c'est immuable. Donc, on est grand, petit, les yeux bruns ou bleus. Ça, ce sont des caractères de notre génétique qu'on ne peut pas changer. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la génétique n'est pas aussi importante que ça dans la santé. On pensait toujours que c'est pas de ma faute, il y a des cancers dans la famille, j'ai un cancer, c'est un coup de pas de chance, mais c'est la génétique. Eh bien non. En fait, on sait maintenant que la génétique impacte 15% du nombre de maladies, t'es à l'origine de 15%, mais 85% c'est notre mode de vie. Alors, c'est quoi notre mode de vie ? Eh bien sûr, c'est l'alimentation, on est ce qu'on mange. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de bien manger, puisque d'abord, il y a la cuisine industrielle, tout ce qu'on trouve, les plats tout faits en grande surface. C'est très facile, c'est très tentant, puisque ça ne demande pas de travail, et tout est fait. Mais malheureusement, c'est très, très, très mauvais pour la santé, et ça, j'aimerais bien qu'on y revienne. Donc l'alimentation, l'activité sportive, on est fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester assis toute la journée derrière un ordinateur ou dans un canapé à regarder Netflix. On est fait pour bouger, donc ça c'est très important et là aussi on peut y revenir parce que l'impact est immense. La gestion du stress, le stress c'est quand même le mal du 21e siècle. Et parce que c'est pas facile de gérer son stress, mais il y a des méthodes. Et aujourd'hui, à la maison épigénétique, on propose des méthodes anti-stress. Donc ça, c'est très important. Mais il y a aussi le stress au bureau, à la maison, mais il y a aussi le stress de la pollution. Malheureusement, on respire, on avale, on boit, on mange que des choses polluées. Comment se protéger de cette pollution qui nous envahit au quotidien ? Ça aussi, c'est un sujet important. Enfin, les bonnes pensées. Très, très important de toujours voir le côté positif au bout du chemin.
On a tous des épreuves dans la vie, tous. Eh bien, malgré ça, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui restent optimistes en disant « je vais me battre, je vais y arriver, il y aura une solution et le soleil est au bout du chemin ». Ceux qui broient du noir et qui voient le verre à moitié vide abîment, impactent leur santé de façon incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler d'un livre, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est La biologie des croyances de Bruce Lipton. C'est un neurophysiologiste, donc le livre est très scientifique, mais il explique que dès qu'on a une pensée noire, notre biologie change. Donc, je vous en supplie, ayez toujours plutôt l'esprit positif, même si vous avez l'impression que tout s'acharne contre vous, il y aura toujours une solution et vous en tirerez, ça c'est sûr. Donc, restez positif. Il y a une étude qui est sortie il y a quelque temps, un groupe très important de gens pessimistes, donc qui voyaient toujours le verre à moitié vide, et un groupe de tabagiques. 10 ans plus tard, on a eu plus de cancers bronchopulmonaires chez les pessimistes que chez les tabagiques. Donc, je dis pas ça pour faire plaisir aux fumeurs, parce que je suis bien sûr anti-tabac, mais je dis ça pour vraiment faire bouger les choses chez les gens qui ont tendance à être un peu pessimistes et jamais à avoir le verre à moitié plein. Et enfin, pilier très important, et j'insiste dessus parce que on n'imagine pas son importance, c'est l'amour. Alors c'est l'amour d'un conjoint, mais c'est l'amour de nos enfants, de nos parents. C'est l'amour tout court, l'amitié aussi très important, et les relations sociales qu'on peut avoir au cours de la vie. Très important de ne pas s'isoler. Ce qu'on a connu avec le Covid, avec l'isolement, a été catastrophique sur la santé des gens. Donc déjà aimez et recevez de l'amour et donnez-en. Ça va vous aider de façon incroyable sur votre santé à venir. En t'entendant, ce que je me dis, c'est que l'épigénétique, ça rebat quand même vraiment les cartes sur l'inné et l'acquis. On reprend la responsabilité de sa santé, de son bien-être. Complètement, on est responsable. Alors je dis toujours, le corps humain, c'est comme une super voiture. Alors vous choisissez une Ferrari, une Porsche, ce que vous voulez. Mais le corps humain, c'est ça, c'est une machine incroyable, avec un moteur incroyable. Et alors si vous en prenez pas soin, si vous mettez de la mauvaise essence, c'est la malbouffe, elle va pas rouler longtemps. Si vous la laissez au garage et que vous la faites pas rouler, pareil, elle va se rouiller toute seule et elle va pas rouler longtemps. Si vous êtes très stressé au volant et que vous la cabossez de partout, elle sera de plus en plus laide et elle va perdre une aile, une porte et elle va finir par s'arrêter. Et c'est exactement la même chose pour notre organisme, pour notre corps. Prenez soin de lui comme d'une belle voiture parce que le corps le mérite. Et le corps a un pouvoir d'auto-guérison incroyable. Donc il faut savoir que quand vous vous blessez au pied, c'est toutes les cellules de votre corps qui se mobilisent pour réparer cette blessure. C'est pas juste la peau au niveau de la blessure. Donc il faut en prendre conscience et soigner son corps. Et donc effectivement, on a une responsabilité très importante dans sa longévité en bonne santé, puisque maintenant on sait que 90% des maladies liées au vieillissement, qui sont le cancer, le neurodégénératif et le cardiovasculaire, sont dus à notre mode de vie. Voilà. Et aux détracteurs qui te diraient « Oui, mais moi, de toute façon, c'est trop tard, j'ai une vie pas saine, donc c'est pas à 70 ans que je vais changer. » Qu'est-ce que tu leur répondrais ? Alors, je dis, il est jamais trop tôt, jamais trop tard. Franchement, bien sûr, les grands tabagiques qui arrêtent de fumer à 60 ans, ils auront toujours des marques du tabac dans leur organisme. C'est jamais trop tôt non plus. Quand j'ai la même question pour des petits jeunes de 20 ans qui disent « Oh, mais moi, ça va, j'ai toute la vie devant moi. » Non, on voit des jeunes start-upers, on a pas mal de demandes de jeunes start-upers qui ont beaucoup travaillé, qui ont eu des nuits très courtes, qui ont abusé de tout, du tabac, de l'alcool et peut-être même plus. Et tout d'un coup, ils se disent « Mais j'ai grillé des cartouches. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et effectivement, ils ont grillé des cartouches, mais on les rattrape. Et même après 60 ans, tout est rattrapable. Enfin, beaucoup de choses sont rattrapables. Et on a vu aussi des gens qui avaient des maladies graves, qui se sont soignés par eux-mêmes, j'allais dire. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir recours à la médecine, loin de là, mais on peut rajouter des moyens pour avoir un effet synergique sur les traitements classiques pour guérir. Et ça, c'est très important. Et le mental est très, très important.
Il y a un autre concept que tu as partagé que je trouve très intéressant. Il y a quelques jours, tu as donné une interview dans la presse où tu parlais justement de la malbouffe et où tu expliquais que la façon de se nourrir n'impacte pas seulement nos personnes, mais aussi les générations futures. Oui, il faut savoir que l'épigénétique se transmet de génération en génération. Donc nous, on propose un programme Futurs Parents. Pendant 9 à 12 mois, on suit les futurs parents, monsieur et madame, parce que monsieur aussi, sur leur mode de vie pour qu'ils donnent la meilleure épigénétique à leur futur bébé. Effectivement, on transmet et donc il y a des espèces de marques sur nos gènes, donc ce sont des marques épigénétiques qui malheureusement, quand elles sont pas bonnes, eh bien elles se transmettent. Mais quand elles sont bonnes, elles se transmettent aussi. Donc ça vaut le coup, non pas d'arrêter. Par exemple, je donne l'exemple typique d'une femme qui fume et qui dit de toute façon moi j'arrêterai quand je serai enceinte. Non, c'est avant qu'il faut arrêter. Parce que l'empreinte du tabac sur sa génétique, elle est déjà là. Et pour vraiment transmettre une bonne épigénétique à son futur bébé, il faut arrêter de fumer bien avant de mettre en route le bébé. Voilà. La santé, ça se transmet. Ah oui, bien sûr, tout à fait. En France, on est comment sur l'épigénétique? J'ai l'impression qu'au niveau des pays anglo-saxons, c'est plus développé. Quel est ton point de vue sur la question? Ah oui, malheureusement, oui, les Français sont très en retard parce qu'en France, on tombe malade et on est pris en charge complètement par la sécurité sociale, ce qui est très bien, mais ce qui du coup déresponsabilise complètement les gens. Aux États-Unis, si vous n'êtes pas très riche, si t'es pas très riche, et si tu tombes malade, malheureusement tu meurs parce qu'on va pas te prendre en charge et les coûts sont beaucoup trop élevés. Donc les Américains, les Anglo-Saxons savent que c'est leur responsabilité et que la prévention c'est essentiel. Donc nous on a un petit peu de mal parce que j'entends souvent les clients nous dire oh mais moi je mange bien, je fais du sport, je suis pas trop stressée au travail, tout va bien. Et en fait on se rend compte par exemple qu'ils dorment pas, ils dorment même très très peu, qui sont devant Netflix toute la soirée et les séries de Netflix je suis vraiment très contre parce que c'est addictif, donc en fait on éteint pas avant minuit, mais on éteint plutôt à 1h, 2h du matin pour pas grand chose, j'ai envie de dire, et sincèrement ça fait des nuits courtes et les nuits sont essentielles pour rester en bonne santé, ça fait partie de l'épigénétique aussi. Le sommeil, c'est un moment où vous vous nettoyez, vous vous détoxifiez et vous vous régénérez. Si vous laissez pas 7 à 8 heures de sommeil pour votre corps, pour se régénérer et se nettoyer, vous pouvez pas être en bonne santé, c'est pas possible. Même quand j'entends ah mais non mais moi j'ai l'énergie, je retravaille très bien, je dors que 5 heures dans la nuit, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas vrai. Donc le sommeil, ça fait partie aussi de nos recommandations et malheureusement, on se rend compte que beaucoup de Français ne dorment pas assez et ne dorment pas bien. Et je pense que les écrans sont très responsables. Si on revient du coup sur les piliers de l'épigénétique, qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle? Si on revient sur les différents piliers, quels sont toi tes conseils? Alors c'est très simple, la nutrition. Déjà, ne pas acheter des plats tout faits, pas de cuisine industrielle s'il vous plaît, parce que c'est vraiment du poison. Il y a des additifs, il y a des colorants, et il y a du sucre, beaucoup de sucre, parce que ça donne du goût et ça rend addict. Il y a du sel. Et donc en fait, quand on a mangé un plat, en fait, on a encore faim et on a envie d'un deuxième. Donc ça, c'est terrible. Et je dirais juste un petit mot sur la baguette tradition, qui sent bon, qui est merveilleusement bonne. Et ben c'est du poison puisqu'elle est très riche en sucre et en sel. Et par exemple, on voit beaucoup d'hypertendus. Et quand on recherche la cause, souvent, ce sont des gros mangeurs de pain. Voilà. Et donc, c'est trop de sel dans le pain. Donc il vaut mieux préférer des pains, j'allais dire traditionnels, avec de la farine ancienne et du levain aussi ancien. Et ça maintenant on en trouve de plus en plus facilement. Et ça faut vraiment faire attention. Donc tout ce qui est cuisine industrielle on oublie. Privilégier quand même vraiment tout ce qui est bio, parce que tout est traité malheureusement. Bon même quand vous achetez du bio, vous n'êtes pas sûr à 100% que ça soit du bio, mais c'est quand même mieux. Et puis des fruits de saison, de la couleur dans les assiettes, de la cuisine donc faite maison, plutôt vapeur, éviter de griller trop fort les aliments parce que c'est cancérigène. Et puis rajouter plein d'herbes, plein d'aromates, du romarin partout parce qu'il a une action très protectrice contre le cancer.
Il y a des tas d'épices, hein, le poivre, le curcuma, toutes les épices, allez-y, à volonté, c'est que bon. Le poivre aussi, c'est excellent pour la santé, mais toujours si vous achetez du bon poivre et des bons épices, c'est toujours le problème. Si vous achetez ça dans une grande surface, malheureusement, vous n'aurez pas les qualités requises et ça sera pas des bons produits. Par exemple, la cannelle, hein, qui est excellente pour la santé, cannelle de Madagascar qui est bonne, mais la cannelle chinoise, je peux pas la recommander, c'est pas possible. Donc, faut vraiment faire attention à tout ce qu'on achète. Et puis bien sûr varier les plaisirs. La viande, faut pas en manger trop parce que c'est très inflammatoire. Donc moi je recommande maximum 3 fois par semaine et la viande rouge pas plus d'1 fois par semaine. Manger gras et salé au petit déjeuner avec des protéines parce que le sucre surtout pas. Donc pas de jus d'orange parce que là vous passez votre intestin en Karcher. Et privilégier donc tout ce qui est salé, avocat avec de l'huile d'olive, un yaourt. Il faut du gras, très important pour le cerveau, pour la fluidité de nos membranes cellulaires. Et donc pas de sucre parce qu'il faut laisser notre pancréas au repos. Si vous le réveillez dès le matin, vous allez créer de l'insuline et une résistance à l'insuline après. Et donc un syndrome métabolique, ça on n'aime pas du tout. Donc vraiment éliminer le sucre le matin, jamais de sucre le matin. Les viennoiseries typiquement françaises. Mais c'est tellement bon. J'adore ça. Mais non. Alors, une fois, de temps en temps, là aussi, dans l'épigénétique, le plaisir est très important. Il faut se faire plaisir. Il faut pas tout s'interdire, mais c'est une question de mesure. Donc, le petit pain au chocolat bien gras, c'est merveilleux. Mais pas trop souvent, voilà, c'est la fête. Bon, et puis le déjeuner doit être plutôt protéiné, le sucre toujours après avoir déjà mangé quelque chose, puisque le pic glycémique sera beaucoup plus faible. Et puis s'il y a un petit coup de pompe vers les 4-5 heures, on a le droit à quelques amandes, quelques noix, mais pas trop, parce que c'est calorique. Et 1 ou 2 fruits secs, un pruneau, un abricot, une figue sèche, c'est très bien. Et puis le soir, bien sûr, le repas le plus léger possible et le plus léger, une bonne soupe par exemple, c'est bien. Bon, voilà. C'est pas forcément très fun, mais ça c'est c'est typique. Et puis bien sûr tout ce qui est cuisine méditerranéenne avec, mais il y a des saveurs extra. Hein. On peut se faire maintenant des veloutés merveilleux. Petits pois, basilic et chèvre. Alors le fromage c'est inflammatoire. Alors plutôt le matin. Et moi je recommande beaucoup le comté le matin parce qu'il est riche en tyrosine. Donc c'est précurseur de la dopamine, qui est le neurotransmetteur qui donne un coup de fouet, qui donne l'impulse pour prendre des vraies décisions. Ça donne de l'énergie. Donc le comté au petit déjeuner c'est bien. Le fromage le soir c'est moins bien, c'est plus dur à digérer, c'est un peu gras, un peu lourd et voilà. Et le chocolat, on dit que ça donne aussi, ça booste les hormones du bonheur. C'est pas mal le chocolat, mais alors essayez de le manger noir. Et du bon chocolat, c'est toujours la même chose en fait. Il faut toujours acheter que des aliments de bonne qualité. Voilà, et surtout pas l'huile d'olive par exemple, il faut qu'elle soit bio et première pression à froid. Donc il faut vraiment acheter que des bons produits, ça coûte cher, c'est vrai, mais comme on mange trop, je dis toujours manger un peu moins. Faites des économies sur le volume que vous mettez dans vos assiettes, mais en qualité ne lésinez pas parce que ça c'est important. Voilà, donc ça c'est l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de simple, on peut cuire à la vapeur, on peut se faire plaisir et beaucoup d'épices, d'aromates. Et en fait, on change. Et quand les gens sont addicts au sucre, je dis toujours que l'addiction, elle est courte, c'est 15 jours. Donc ces 15 jours, on souffre. Moi, je l'ai vécu moi-même parce que je mettais du sucre dans mon café. J'étais étudiante en médecine et je savais que c'était pas bien. Donc un jour, j'ai pris la décision d'arrêter le sucre dans mon café. Je trouvais ça dégueulasse. Et donc je buvais mon café en me pinçant le nez parce que ça me donnait quand même un petit coup de boost pour reprendre mes dossiers et retravailler. Et puis un jour, j'avais plus besoin de me pincer le nez. Et aujourd'hui, je serais incapable de mettre du sucre dans mon café. Je trouvais ça épouvantable. Donc en fait, on se déshabitue au sucre. Et moi, j'adore les desserts, mais en fait, quand il y a trop de sucre, j'aime pas. Donc, en fait, je n'aime que mes desserts.
C'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les yaourts. Oui. Une fois qu'on passe vers des yaourts nature, on n'arrive plus à revenir à des yaourts sucrés. C'est trop sucré. Ouais. Ouais. En fait, on sait vraiment, hein, c'est l'addiction au sucre, c'est 15 jours. Donc, c'est 15 jours un peu compliqués, mais ça vaut la peine. C'est très important, ça, comme information. Le sucre, c'est notre pire ennemi. Ouais. Hein. En fait, quand vous mangez du sucre, ça fait du caramel dans l'organisme. Ça cristallise toutes les protéines. Et donc, ça se met partout. Donc, des rides, des artères moins souples. Et donc, vraiment, le sucre, il faut le bannir beaucoup plus que le gras qui a été, j'allais dire, diabolisé il y a quelques décennies. Et le gras n'est pas si mauvais. Bien sûr, il faut du bon gras, mais le gras n'est pas mauvais et même indispensable à la santé. Donc voilà, ça c'est pour la nutrition. L'exercice, super important, puisqu'on n'est pas fait pour rester assis. Il y a une mesure qu'on fait, nous, lors de nos bilans épigénétiques, c'est la masse musculaire et la force musculaire. On perd à partir de 30 ans du muscle. Et pour nous, c'est un signe, ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire, c'est un signe de vieillissement prématuré. Donc, il faut vraiment lutter contre ça. Parce que c'est vraiment un phénomène, c'est naturel. À partir de 30 ans, le muscle fond. Alors, pour pallier à cette fonte musculaire, pour construire la masse musculaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger des protéines. Et plutôt des protéines animales, qui sont beaucoup mieux absorbées que les protéines végétales. Les protéines végétales, c'est très bien, mais par exemple, toutes les personnes véganes, c'est compliqué, parce que les protéines végétales sont beaucoup moins efficaces, beaucoup moins bien absorbées. Donc des protéines, et puis faire de la muscu contre-résistance. Alors c'est quoi? C'est de la muscu avec des poids et des élastiques. Et c'est comme ça qu'on va former du muscle, donc en faisant de la muscu et en mangeant des protéines. Il y a des sports qui musclent pas du tout, mais c'est très bien aussi. Hein, il faut de toutes les façons. Et puis bien sûr du sport, de la muscu avec des machines, hein, parce que là il y a bien sûr de la résistance. Donc ça, c'est un phénomène. Et puis, j'allais dire, la posture, c'est quelque chose qu'on regarde. Et quand on fait du sport, en général, on se tient bien. Donc du coup, là, maintenant, je me tiens bien. Toujours. La posture, très très important. Nous, on fait des scans 3D à la maison et on voit vraiment, là, on peut pas tricher. Et on voit tout. Et après, je montre aux clients en disant, là, vous voyez... vous tenez pas droit, vous êtes beaucoup trop jeune pour ça, donc on va donc aller voir un ostéo, mais apprendre à se tenir droit. Et c'est tellement plus joli, tellement plus élégant quelqu'un qui se tient droit que quelqu'un qui se tient voûté. Surtout avec le télétravail, j'imagine qu'on a énormément de postures pas adaptées en fait. Mais non, on est complètement avachi sur son ordinateur. On se tient droit quand on est en visio parce qu'on se voit, mais sinon quand on se voit pas, on réalise pas. Donc ça c'est vrai qu'il faut vraiment y penser. La gestion du stress, alors ça c'est vraiment important. Donc déjà le sommeil, très important. Si vous dormez pas, vous pouvez pas être bien. Le sport aide à gérer son stress. Alors il faut toujours proposer des sports que le client va aimer, parce que si vous n'aimez pas, vous le ferez pas. Et là aussi, le coaching est très 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 important, puisqu'en fait, quand on demande aux gens de changer d'habitude, c'est super compliqué. On revient toujours à ses anciens défauts, ses anciens démons. Et pour changer d'habitude, il faut au moins 3 semaines. C'est long et il faut vraiment que ça s'ancre. Donc, il faut être accompagné parce que c'est presque impossible de le faire tout seul. Donc, faire du sport. Après ça, nous, à la maison épigénétique, on propose de la luminothérapie. Alors, on vous met la tête dans le casque et on va stimuler les bons neurotransmetteurs, donc les neurotransmetteurs qui entraînent une espèce de sérénité, de bien-être. Ce sont les GABA, la sérotonine, la mélatonine, ça va aider à dormir. Donc tout ça, ça se fait naturellement, uniquement avec des photons. C'est de la médecine quantique. On sent rien, on a juste la tête dans le casque, c'est des rayons lumineux, c'est tout. Il n'y a aucun danger et ça stimule vraiment les bons neurotransmetteurs. Donc les gens peuvent voir un effet très rapidement positif. Sinon, bien sûr, on parle de méditation. Alors tout le monde ne sait pas méditer, c'est compliqué pour les gens très actifs parce que ils ont l'impression de perdre leur temps au début. Mais une fois qu'ils ont démarré la méditation, ils savent que, au contraire, ils gagnent du temps par ailleurs. Donc nous, on a une machine qui s'appelle la Rebalance. Vous êtes allongé en situation d'apesanteur
On vous met un casque et on vous fait écouter une voix avec de la musique. Et puis au-dessus, vous avez un toit avec un écran de couleur. C'est de la chromathérapie. Et en fait, on vous apprend à respirer avec la lumière et avec la voix. Et ça s'appelle aussi de la cohérence cardiaque. Et ça dure un quart d'heure. Et quand on en sort, franchement, on est totalement zen. On est beaucoup mieux. Et puis, on a pas mal de personnes qui ont appris à méditer avec cette machine, qui étaient complètement contre ça, en disant « je ne sais pas faire, je m'ennuie ». Et avec cette machine, ils ont appris à méditer. Et ça, c'est très chouette parce que c'est en fait... la méditation a un pouvoir incroyable sur notre santé. Donc voilà, on lutte bien contre le stress. Puis sûr, après ça, il y a tous les... Et ça aide le sommeil, j'imagine, parce qu'on par rapport Absolument. à ton point numéro 2... Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a un programme stress, il y a un programme sommeil, il y a un programme mémoire... parce que le cognitif aussi, ça fait partie de nos mesures. En médecine anti-âge, moi j'ai 90% des patients qui me disent j'ai des trous de mémoire, je me souviens plus des noms propres, je me souviens plus de ce que j'ai fait la veille, et voilà, et ça inquiète beaucoup. Donc les troubles de la mémoire, avec la lumino, on relance bien sûr la mémoire et les effets sont là. Hein, c'est très intéressant. C'est juste de la lumière. Donc ça fait pas mal. Il y a juste une contre-indication à la luminothérapie, c'est les crises d'épilepsie, c'est tout. Après ça, et puis bien sûr, on fait rien chez la femme enceinte, qu'on attend qu'elle ait eu son bébé. Ça, c'est pour la gestion du stress. Donc le sommeil fait partie aussi d'un apprentissage et ça, pour gérer son stress. Et ceux qui disent souvent, parce que j'ai entendu ça régulièrement, j'ai pas besoin de dormir beaucoup, c'est de la perte de temps, ou je dormirai plus tard. Oui. Ah bah oui, non mais ça en fait c'est de l'ignorance. Ils savent pas ce qui se passe la nuit dans leur organisme, ils se rendent pas compte, ils pensent qu'ils ont l'énergie, la force de dormir que 5 heures par nuit. Mais en fait, ils s'auto-détruisent par l'intérieur sans s'en rendre compte. C'est une espèce d'autodestruction silencieuse, mais je suis un peu dure quand je dis ça. Mais c'est vraiment très important. Puis on dit toujours que les heures avant minuit comptent double. Donc moi, Pourquoi d'ailleurs ? C'est ce qui se dit parce qu'en fait, je pense que les cycles du sommeil se mettent en route plus facilement et de façon plus efficace. Et on est beaucoup mieux si on éteint à 11 heures du soir qu'à 1 heure du matin, même si on fait les 8 heures de sommeil. Oui, je pense que tout le monde l'a vécu, ça. Puis éviter tout ce qui est écran près du lit. Par exemple, moi je mets mon portable en mode avion parce que les ondes détruisent vraiment notre cerveau et le fait de garder un téléphone allumé sur la table de nuit, c'est très très mauvais. Et puis ne pas regarder la télé, ne pas mettre de télé dans la chambre tout court. Je dis toujours que c'est un tue-amour, ça je le pense vraiment, et puis c'est un tue-sommeil, donc ça fait beaucoup. Donc pas de télé dans les chambres, voilà, et pas d'écran et pas d'ordinateur non plus. Il y a plein d'autres choses intéressantes à faire au lit, dans sa chambre, et pas avec les écrans. Ça c'est pour le stress. Après ça, les bonnes pensées. Alors les bonnes pensées, ça peut être une aide psychologique, de l'hypnose, des séances de bain de son aussi. Le son a un impact très important sur tout ce qui est neurologique. Donc des vraies séances on se sent totalement relaxé, totalement, j'allais dire zen et bien. Puis le côté des séances de rire, parce que le rire soigne beaucoup, fait beaucoup de bien. C'est pas toujours facile de rire quand on va pas bien. J'ai le cas d'un patient comme ça à qui on a appris malheureusement qu'il avait une maladie grave et qu'il n'en avait pas pour longtemps. Et le premier réflexe qu'il a eu le soir de cette mauvaise annonce, c'était de se mettre devant la télé. Alors là, bon, il a pas dormi, hein, ça j'avoue. Mais c'était juste pour passer le choc. Et il a regardé que des films, mais vraiment très drôles. Et il a ri pendant toute la nuit. Et le lendemain, il s'est levé en disant bon voilà, je vais me battre. Et il s'est battu et il a gagné. Donc le rire, entourez-vous de gens drôles, gais, regardez plutôt des films drôles que des films d'horreur ou tristes. Et puis évitez un peu les nouvelles, le journal télévisé qui n'apporte que des mauvaises nouvelles. Préservez-vous
Mettez-vous un peu dans une bulle et protégez-vous, c'est important. Donc le bon côté des choses, voilà ce que je disais tout à l'heure, voir toujours le verre à moitié plein. Et puis l'amour, je sais pas si tu connais cette étude américaine qui a duré 70 ans. Incroyable. Donc la moitié des patients c'était des jeunes d'Harvard. Donc ils avaient 18-20 ans, des jeunes intelligents, très favorisés, un niveau de vie élevé. Et l'autre moitié c'était des gens de la banlieue de Washington. Donc milieu très défavorisé, pas du tout éduqué. Et à chacun, on leur a demandé, c'est quoi pour vous le bonheur? Bon, ils avaient 20 ans, 18-20 ans. Et ils ont tous répondu la même chose. Le pouvoir ou l'argent. Ok. On les a suivis pendant plus de 70 ans. Donc, il y en a qui ont décédé avant. Et on allait les rencontrer dans leur famille. On faisait la connaissance de leurs femmes, des enfants. Et c'était un suivi très, très régulier et j'allais dire détaillé. Eh bien, au bout de 70 ans, ceux qui étaient en meilleure santé, qui étaient le mieux, c'était pas ceux qui avaient gagné beaucoup d'argent, c'était pas ceux qui avaient eu du pouvoir. Est-ce que tu sais, tu devines? Ceux qui étaient le plus entourés, le plus Voilà. aimés. Voilà. Eh ben, c'était l'amour, c'était une famille unie. Tout le monde était, j'allais dire, bienveillant. Et où tout se passait de façon fluide, hein, donc un conjoint aimant et des enfants aimants. Voilà, donc l'amour, et je le dirai jamais assez. Et ceux qui ne l'ont pas trouvé, ben il faut pas désespérer. Un jour il arrivera. Il faut avoir le verre à moitié plein. Il faut voir le soleil au bout du chemin. Donc il y a aucune raison que certains le trouvent et pas tout le monde. Donc c'est pour tout le monde et c'est vraiment très porteur. Donc bien s'entourer. Absolument. Et avoir des amis bienveillants, bien choisir ses amis, bien choisir ses collègues. Bon, on les choisit pas toujours, hein, mais ses collègues de travail, des gens qui sont dans la bienveillance et qui sont toujours prêts à aider et à soutenir. Voilà. D'ailleurs, ça va un peu contre l'adage qui dit que si je suis pas bien, il faut que je reste tout seul avec mes pensées. Faut faire l'inverse en fait. Ah oui, bien sûr. Mais on a vu, hein, l'isolement a été une catastrophe pendant le Covid. Hein. Donc, et on voit bien dans les zones bleues, donc ces zones où on a une longévité incroyable. Il y a plein de facteurs, mais il y en a un important, c'est la cohésion familiale. Ce sont des zones où on met pas les personnes âgées en EHPAD, tout le monde reste en famille et tout le monde se donne pour que les anciens, les plus âgés aient une fin de vie entourée d'amour et de bienveillance. C'est pas toujours facile dans notre mode de vie à Paris. Les familles sont éclatées. Maintenant, les enfants travaillent à l'autre bout du monde. Compliqué. Mais dans ces zones bleues, on a remarqué qu'effectivement, la famille était au centre de tout et elle est essentielle. Donc, préservez vos familles. Et dans ces zones bleues, d'ailleurs, il y a le sens aussi qui est très important, le sens de ce qu'on fait tous les jours, comment les gens se mettent en lien aussi à travers ce sens. Ouais, on perd parfois aussi dans nos sociétés un peu modernes. Oui, on le perd beaucoup. C'est vrai qu'on sait plus très bien quand on demande aux gens, mais vous faites ce métier pourquoi? Souvent, faut bien que je fasse quelque chose, faut bien que je gagne ma vie, mais il y a plus de sens sur la vie courante, quoi. C'est dommage. Ouais. Non, mais c'est la vie moderne n'est pas facile. Hein. On a plein d'excuses, mais c'est pas une raison pour pas essayer de changer. Et donc c'est pareil, c'est changer d'habitude, c'est très compliqué. Voilà. Donc nous aussi, on fait des bilans biologiques poussés parce qu'on va chercher des terrains inflammatoires, terrains de stress oxydatif, terrains d'acidose, terrains de résistance à l'insuline, de glycation, hein, ce sucre qui se caramélise, diminution de l'immunité, une diminution de l'activité des mitochondries. Et en fait, ça nous aide aussi parce que ce qu'on mange ne suffit pas toujours. Hein. Et par exemple, la vitamine D est essentielle à la santé. Et à Paris, faudrait se mettre au soleil au moins une demi-heure par jour pour avoir un taux de vitamine D important, mais il fait gris toute l'année. Donc, j'ai envie de dire de fin septembre à juin, vitamine D obligatoire pour tout le monde. Et je vois bien dans les bilans, tout le monde est en manque.
Et ça, c'est essentiel. Il y a vraiment des bases de nutriments, donc la vitamine D, le magnésium, on en manque beaucoup aussi, le zinc, très important. Puis la vitamine C aussi, a une action anti-cancer incroyable, énergie, très protectrice, la vitamine C. Donc, moi, je suis toujours pour un minimum, en tout cas, de vitamine D, vitamine C et du zinc. Voilà. Puisque tu parles des cancers, d'ailleurs, je lisais hier une étude qui prévoit une augmentation de 70% des cancers d'ici à 2050, principalement liés aux facteurs exogènes, en fait, chez les plus jeunes aussi. Ouais. Donc, on a vraiment tout intérêt à mettre toutes ces choses en place pour se préserver. Ah, mais il faut, parce que on pense qu'on va arriver à soigner le cancer. On le soigne de mieux en mieux. Hein. Les progrès sont incroyables et on peut que rendre hommage à tous les chercheurs et tous les laboratoires qui travaillent contre ce fléau. Mais si on peut l'éviter, c'est mieux. Hein, c'est sûr. Donc le soleil, moi je suis très pour le soleil, pour la vitamine D, pour le bienfait que ça apporte. Mais attention aussi de pas s'exposer forcément aux heures les plus chaudes et sans protection. Bon, le tabac, l'alcool, forcément c'est des facteurs extrêmement favorisants. Mais le stress en est un. On sait très bien que le cancer du sein est souvent dû à un choc émotionnel. Donc la biologie des croyances encore. Quand il y a un choc émotionnel, surtout protégez-vous en faisant du sport, en mangeant bien, en allant vous détendre, en allant vous faire masser. Faut s'occuper de soi parce que quand il y a un énorme coup dans la vie, et malheureusement on en a tous, on est beaucoup plus vulnérable aux maladies. Enfin, pratiquement la majorité des cancers du sein, on retrouve un choc ou une épreuve violente qui a provoqué le développement du cancer. Donc vraiment, oui, il faut se protéger et faire du sport. Le sport a beaucoup d'avantages. Non seulement il vous donne du muscle, il vous fait tenir droit. Ça aussi, quand vous faites du sport, quand vous marchez, vous reformez des cellules osseuses. Ça lutte contre l'ostéoporose, qui est un fléau chez la femme de plus de 50 ans. Donc, sur le plan cognitif, l'impact aussi est très important puisqu'on augmente la vascularisation au niveau cérébral. Faut bouger. Faut bouger. Même à Paris, je dis toujours, mais descendez 2 stations de métro avant d'arriver au bureau et marchez l'équivalent de 2 stations. Moi, je le fais pas tous les matins, mais presque. Je viens en basket au bureau. J'en ai pour 50 minutes en marche rapide. Et j'ai mes talons dans un sac à côté, vraiment à l'américaine. Mais quand je pars, je me dis, oh là là, bon, j'ai 50 minutes de marche rapide. Mais quand j'arrive au bureau, je suis tellement bien que je le regrette pas. Donc, c'est vraiment, plutôt que de prendre des transports en commun, on est mieux sur ses pieds. Et ça a plein d'avantages. Super, je pense qu'on a plein de conseils à mettre en application grâce à toi, Valérie. Si on parle maintenant aussi du lien entre l'épigénétique et la beauté, qui est aussi un des créneaux de la maison d'épigénétique. Donc, dans quelle mesure, justement, tout ce travail va se voir aussi sur l'aspect physique, la peau, les cheveux, les ongles? Alors, bien sûr, il y a un lien très fort entre le tube digestif et la peau, le microbiote, la nutrition. Et c'est sûr que quand j'ai une patiente qui arrive avec de l'acné, je lui demande toujours, on fait presque une consultation de nutrition en amont. Et en général, elle mange beaucoup de sucre. Et il m'est arrivé de voir quand même assez souvent ma patiente arrêter le sucre et l'acné disparaître toute seule. Donc on dit toujours c'est hormonal, hein. Oui, bien sûr, il y a une composante hormonale, mais le sucre est le catalyseur. Et donc le problème du sucre, c'est qu'il y en a partout. Il y en a dans les sodas, il y en a dans l'alcool, mais il y en a dans tous les produits préparés, on en a parlé, la cuisine industrielle. Il y en a dans le pain, il y en a partout. Donc c'est très compliqué de manger sans sucre, mais il faut vraiment veiller à manger le minimum de sucre. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça fait l'épigénétique, la nutrition, bien sûr. Ça a un impact sur la beauté incroyable. Le soleil et le tabac vont bien sûr entraîner des rides, dilatation des pores, un relâchement cutané. Donc ça aussi, ça a un impact. Le fait de pas dormir, va se voir tout de suite. Les poches sous les yeux. Moi, très souvent, je me dis bien dormi cette nuit. Bon, parce que ça peut être juste pour quelques heures ou ça peut être tout le temps, permanent. Le fait d'être stressé, on a les traits tirés, on
ça se voit, on a l'air soucieux, donc on va avoir des rides qui vont être plus prononcées, comme sur le front, par exemple, on va avoir un air sévère. Donc, toute notre façon de vivre se voit en fait sur le visage. Mais il y a un point aussi, je profite de ce podcast pour en parler, c'est les hormones. Chez la femme, s'il n'y a pas de contre-indication, le traitement hormonal, moi en tout cas je suis très pour. On ne peut pas vivre sans hormones. Et les hormones qu'on donne en traitement substitutif, elles sont naturelles. Il faut les donner à la bonne dose. Ça demande une surveillance, bien sûr, annuelle, voire biannuelle, mais les bienfaits sont tellement importants. Ça protège sur le plan cognitif, ça protège sur le plan cardiovasculaire, ça protège de la sarcopénie, de la fonte musculaire, ça protège de l'ostéoporose, ça protège la peau et les muqueuses, ça protège de la perte de la libido après 50 ans. Donc la santé sexuelle est très importante, on n'en a pas parlé, mais là aussi c'est un sujet encore un peu tabou, mais que moi j'en parle souvent parce que en fait la santé sexuelle en France est très pauvre. Et on sait maintenant que les couples on fait une étude qui disait que les couples qui faisaient l'amour 3 fois par semaine gagnaient 8 ans de longévité. Donc si on veut gagner 20 ans, faites le calcul, c'est pas compliqué. Et pas de télé. Je reviens sur la télé, pas de télé dans la chambre. Voilà. Donc c'est plein de conseils, plein. Et puis le fait d'en parler, les gens du coup réalisent plein de choses, et c'est vraiment important. Donc le traitement hormonal, oui, je suis très pour chez la femme, mais je suis aussi très pour chez l'homme. Parce qu'il y a une baisse de la testostérone, donc dans certains cas ou de manière générale? En général, Et on parle de ménopause, mais l'andropause, elle existe. Alors bien sûr, l'andropause, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. L'andropause, c'est la même chose pour l'homme. C'est une chute des hormones sexuelles. Donc, chez l'homme, c'est la testostérone. Et il existe des gels à base de testostérone qui sont très bien et qui aident à restaurer un bon taux de testostérone pour avoir une vie sexuelle harmonieuse et satisfaisante. Et bien sûr, on va surveiller les PSA, donc pour la prostate, et ça se fait sous contrôle médical. Mais l'impact est tellement positif dans la qualité de vie que ça fait partie de l'épigénétique. Pour finir cette conversation, Valérie, est-ce que tu peux nous dire où en est l'état de la recherche? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites autour de l'épigénétique? Comment on suit ça aujourd'hui en France ou dans le monde d'ailleurs? C'est plus aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des publications qui sortent tous les jours, donc pour se tenir à jour, c'est beaucoup de temps. C'est plus sur la longévité. J'allais dire que les études sortent, c'est comment vieillir en bonne santé. Donc, et bien sûr, ça inclut l'épigénétique, mais ça inclut aussi des traitements. Il y a beaucoup d'études dans tous les sens, les cellules souches aussi. Donc, il y a beaucoup de progrès qui vont, je pense, sortir, mais c'est plus sur la longévité que sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est vraiment adopter un mode de vie qui fasse qu'on a toutes les chances de rester en bonne santé. On protège en fait notre corps. Et puis il faut savoir que notre corps a tous les pouvoirs d'auto-guérison. Donc de temps en temps, faut le laisser s'auto-guérir et c'est encore mieux comme ça. Mais oui, il y a beaucoup de recherches en ce moment en longévité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de congrès maintenant sur la longévité, tout le temps dans le monde entier. Oui, il y a une vraie prise de conscience. Oui, puis c'est un intérêt, et puis c'est beaucoup de très jeunes médecins qui se lancent dans la longévité, donc c'est assez sympa. Et beaucoup de biologistes, beaucoup de neurophysiologistes, mais beaucoup de biologistes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau biologique. Donc c'est passionnant. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour finir cet échange, Valérie? Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à partager? J'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer sur tous ces petits conseils, et c'est à vous aussi de faire attention de ne pas retourner vers vos anciens démons, parce que c'est compliqué de changer d'habitude, mais les bénéfices sont tellement importants que ça vaut vraiment la peine. Voilà, et puis s'il y a besoin d'un conseil et tout, bien sûr, on est là, mais
déjà tout seul, gérer sa nutrition, son activité physique, sa gestion du stress, et puis ses bonnes pensées et ses relations amoureuses, amicales, c'est déjà super. Super. C'est pas mal, je pense. Ouais. Bon, je pense que c'est un bon mot de la fin. À vous de jouer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Valérie, pour ceux qui auraient envie de venir à toi? Alors moi j'ai mon cabinet dans le 16e, hein, sinon la maison épigénétique qui est 4 rue Cimarosa, dans le 16e. Super. Merci infiniment, Valérie, pour toutes ces informations. C'était très intéressant et très riche et je pense que ça aidera beaucoup de monde. Super, je suis ravie. Merci à toi. Bonne journée. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.